L'aboiement déchira le silence glacé comme une vitre qui éclate en 1000 morceaux. 50 endeuillés se tenaient éparpillés dans le cimetière commémoratif de Frost Valley. Leurs cris furent avalés par le vent du Montana lorsque le gigantesque berger allemand surgit à travers les grilles. La neige vola autour de lui, explosant sous 95 kilos de pur désespoir. Le chien fonça droit sur le petit cercueil blanc recouvert d'un drapeau américain. Son pelage noir et fauve collé par la glace, ses yeux fous d'urgence. « Tirez !» hurla Nathan Cooper, la voix fendue par la terreur. « Quelqu'un, arrêtez ce chien !» Le shérif Robert Hale posa la main sur son arme. 2 chasseurs levèrent leurs fusils. Des enfants pleuraient. Mais le berger allemand les ignora tous. Il bondit sur le cercueil, ses griffes raclant le bois, laissant des entailles profondes dans la peinture blanche. Son aboiement n'avait rien d'agressif. C'était celui qu'utilisent les chiens militaires quand ils trouvent un survivant enfoui sous les décombres. Puis il posa son museau contre le couvercle et leva les yeux vers le shérif. L'expression dans son regard était sans équivoque. « Ouvrez-le, elle est vivante. Laissez un j'aime et abonnez-vous si cette aventure vous a touché et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant de quelle ville vous nous regardez. » On continue la suite. White Creek, Montana, une petite ville effacée de la carte, à quelques kilomètres de la frontière canadienne, blottie au pied des montagnes de Glacier Ridge. 9000 habitants, des familles vessins de fermiers et de soldats. Ici, presque chaque maison avait une histoire de guerre et un drapeau plié dans une boîte en verre. L'hiver 2025 fut un cauchemar. 30 degrés sous zéro, 4 pieds de neige recouvrant tout. La récession post-pandémie avait frappé comme un coup de masse. Fermeture de fermes, dette médicale insurmontable, chômage endémique. À White Creek, une famille sur 15 risquait de perdre son toit. Le capitaine Daniel James Cooper était la fierté du comté. Né en 1985, il avait servi 15 ans dans les Marines avant qu'une embuscade en Afghanistan n'interrompe sa vie en août 2021. 36 ans. Enterré avec les honneurs militaires, médaille de bronze, Purple Heart, tout, il laissait derrière lui une fille de 4 ans, Lily, et un héritage de 850 000 $ en primes, assurance et terres familiales. L'argent restait bloqué dans une fiducie jusqu'à sa majorité, sauf si elle venait à mourir avant. Dans ce cas, la totalité revenait à son tuteur légal. Sa mère, Rebecca Cooper, était morte 2 ans plus tôt dans un accident sur la route 93. Une plaque de verglas, une voiture qui dérape, un choc instantané. Lily n'avait que 2 ans. Elle fut confiée à son oncle Nathan, le frère cadet de Daniel. Nathan Cooper, 35 ans, essayait désespérément de maintenir en vie la ferme familiale fondée en 1898. 5 générations de sueur et d'orgueil, mais l'orgueil ne payait pas les créanciers. Les dettes s'accumulaient, les récoltes échouaient et Nathan sentait son monde s'effondrer. Sa femme, Victoria, 34 ans, avait grandi dans la misère. Elle avait vu sa mère mourir d'un cancer, faute d'argent pour se soigner. Cette blessure avait gravé en elle une certitude glaciale. L'argent, c'était la survie. Sans lui, il n'y avait que la mort. Ils avaient un fils, Ethan, 8 ans, un enfant doux et vif qui adorait sa cousine Lily comme une sœur. Il ignorait tout de ce que sa mère faisait. Lentement, méthodiquement, elle le rendait malade. 6 mois avant le jour où ils tentèrent de l'enterrer, Lily Grace Cooper se perdit dans les bois. C'était un samedi d'été rare, chaud, avec un ciel clair et des collines couvertes de fleurs sauvages. Nathan avait préparé un pique-nique et conduit la famille sur le sentier de Pine Hollow. Une balade facile entre les pins. Victoria soupira dès le départ, les yeux rivés sur son téléphone. Ethan courait devant avec un bâton criant « Je suis un chevalier !» Lily, 6 ans, cheveux blonds comme des fils d'or, aperçut soudain un oiseau aux plumes rouges et jaunes. « Regarde, papa, il est trop beau !» dit-elle. L'oiseau s'envola plus loin, entre les branches. Elle le suivit, fascinée, riant à chaque battement d'ailes. 20 pas, 50, 100. Puis elle se retourna, le sentier avait disparu. « Tonton Nathan » appela-t-elle, sa voix se perdit dans le vent. « Tata Victoria » Silence. Seulement le bruissement des arbres. Lily marcha dans ce qu'elle pensait être la bonne direction, puis changea, puis encore, chaque pas l'éloignait davantage. Le soleil descendait déjà derrière les montagnes. Le froid tomba comme une lame. Tremblante, elle s'assit contre un pin et pleura. C'est alors qu'elle entendit les pas, lourds, approchant. Quelque chose de massif fendait la forêt, craquant les branches. Lily retint son souffle. On leur avait parlé des grizzlies.
Mais ce n'était pas un ours. C'était un berger allemand gigantesque, presque aussi grand qu'elle. Son pelage noir et fauve était emmêlé, sale, parsemé de cicatrices. Ses yeux sombres semblaient comprendre. Autour de son cou pendait un vieux collier effiloché, vestige d'un passé oublié. Le chien s'arrêta à une trentaine de mètres, immobile. Seules ses oreilles bougeaient. « Tu vas me faire mal ?» demanda Lily d'une petite voix. Le chien s'assit simplement. Aucun signe d'agression, juste un regard doux, presque triste. Lily fouilla dans sa poche, sortit une barre de céréales. Ses doigts tremblaient. « Tu veux manger ?» murmura-t-elle. Elle en cassa la moitié et l'attendit. Le chien s'approcha lentement. Assez près, pour qu'elle sente son souffle chaud, pour qu'elle voie les cicatrices autour de sa gueule. Il prit la nourriture très doucement, sans la blesser. « Tu es beau » dit-elle en souriant, comme un ange gardien. Le chien termina la barre, puis se détourna. Il fit 10 pas, s'arrêta et se retourna vers elle. Lily comprit immédiatement. « Tu veux que je te suive ?» chuchota-t-elle. Alors elle se leva et suivit le grand berger allemand dans la forêt. Pendant 2 heures, il la guida. Il ne s'éloignait jamais trop, se retournait souvent pour vérifier qu'elle tenait le rythme. Quand elle trébuchait, il l'attendait. Quand elle devait grimper, un tronc tombé, il revenait la regarder, l'encourageant d'un regard bienveillant. Enfin, elle entendit des voix au loin. « Lily !» cria Nathan. « Lily, ici !» hurla-t-elle, courant dans leur direction. Le chien s'arrêta juste avant la lisière du sentier, à une 50aine de mètres d'eux. Lily se retourna pour le remercier, mais il avait déjà disparu dans les ombres. « Attends !» cria-t-elle, mais la forêt resta muette. Nathan la retrouva quelques secondes plus tard, la saisissant brutalement par les épaules. « Où étais-tu passé ? On te cherchait partout. » Victoria, les bras croisés derrière lui, souffla. « Tu te rends compte du bazar que tu as causé ? Un chien m'a aidé, » dit Lily. « Un grand berger allemand. Il m'a ramené ici. » Nathan et Victoria échangèrent un regard. Victoria rit sèchement. « Ma chérie, les chiens ne font pas ça. Tu as dû retrouver ton chemin toute seule. » Mais Lily savait. Elle savait ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait ressenti. Ce chien l'avait sauvée. Cette nuit-là, elle déposa des morceaux de pommes et des biscuits au bord de la forêt. Et parfois, le lendemain matin, la nourriture avait disparu. Parfois, elle apercevait entre les pins une silhouette noire et fauve qui la regardait. Elle l'appela son ange gardien. Elle ne savait pas encore que ce chien s'appelait Thunder, ni qu'il était le fils du chien de son père. Elle ne savait pas non plus que le destin venait de les réunir, 6 mois avant le jour où il grifferait son cercueil pour la ramener à la vie. L'enveloppe de la First National Bank arriva un mardi matin le 1er décembre. Nathan Cooper l'ouvrit à la table de la cuisine pendant que Victoria versait le café. Les mots le frappèrent comme une balle, avis final de saisie. Vous avez 30 jours pour régler la somme de 181 000 $, sans quoi la propriété sera confisquée. La ferme Cooper, 5 générations d'efforts. Le grand-père de Nathan avait labouré ses champs avec une mule et des rêves. Son père y était mort d'une crise cardiaque à 62 ans sur le vieux tracteur. Daniel y avait appris à monter à cheval avant de partir à la guerre. Et maintenant, Nathan allait tout perdre. Victoria posa lentement sa tasse, ses yeux d'un vert froid fixés sur la feuille. « On est en train de tout perdre », dit-elle d'une voix calme, presque détachée. « Je sais », répondit Nathan, la gorge serrée. « J'ai essayé tous les prêts possibles. Plus personne ne veut nous aider. » Un silence lourd s'installa. À travers la fenêtre, on entendait les rires de Lily et d'Ethan qui construisaient un bonhomme de neige dans la cour. Victoria les observa longuement. Son visage demeurait impassible. Puis elle dit d'un ton glacial « Il y a toujours l'argent de Lily. » Nathan releva brusquement la tête. « Quoi ?» Daniel lui a laissé plus de 800 000 $. Assurance vie, indemnité militaire, héritage des terres. Si quelque chose arrivait à Lily avant ses 18 ans, cet argent reviendrait à son tuteur légal, à nous. Mon Dieu, Victoria, s'étouffa Nathan, elle c'est ma nièce, la fille de mon frère. Daniel m'a sauvé la vie quand j'étais gamin, je lui dois tout. Daniel est mort, répliqua-t-elle froidement. Mais notre fils, lui, est vivant. Et le banquier ne nous laissera pas 30 jours de plus. Tu dois choisir, Nathan, ton frère défunt ou ton fils. Nathan la fixa, incrédule. La colère, la peur et la honte se mêlaient dans sa poitrine. Il voulut crier, mais le son resta bloqué dans sa gorge. Puis, depuis le salon, il entendit la toux d'Ethan, cette toux profonde, mouillée, qui traînait depuis des semaines. Et dans les yeux de Victoria, il eut une certitude glaciale. Elle savait qu'elle l'avait déjà gagné. 10 jours plus tard, le docteur Patricia Brennan appela. Nathan devait venir à la clinique de White Creek pour les résultats d'examen d'Ethan.
Le trajet jusqu'à la ville lui sembla interminable. Ethan, pâle et silencieux, regardait la neige tomber par la vitre. Victoria avait insisté pour ne pas venir, prétextant des courses. Nathan n'avait pas osé protester. Le docteur Brennan avait 45 ans, des cernes profonds et des mains qui tremblaient légèrement. Elle connaissait la famille depuis 10 ans. Elle avait accouché d'Ethan. Et ce jour-là, elle semblait porter tout le poids du monde. Les analyses montrent des résultats inquiétants, dit-elle sans le regarder. Les enzymes hépatiques d'elle sont anormalement élevées, les plaquettes très basses. J'ai bien peur qu'Ethan ait besoin d'une greffe du foie. Nathan sentit la pièce tourner. Une greffe? Mon Dieu, combien ça coûterait? Avec l'opération, l'hospitalisation et les traitements anti-rejet, il faut compter environ 280 000 $. Votre assurance en couvrira à peine 40 000. Le reste serait à votre charge. Il fit le calcul. 180 000 pour sauver la ferme, 240 000 pour sauver son fils, 421 000 au total. Il avait 12 000 en banque. Son souffle se bloqua. Cette nuit-là, Victoria le retrouva dans la grange, assis sur une botte de foin, une bouteille de whisky à moitié vide à ses pieds. Il pleurait, la tête entre les mains, le vent sifflait entre les planches. « Il n'y a qu'une seule solution » dit-elle doucement, s'asseyant à côté de lui. Nathan leva la tête, ses yeux étaient rouges. « Non, non, Victoria, ce que tu proposes, c'est mal. Ce que je propose, c'est la survie. » Sa voix se fit tranchante. « Tu crois que Daniel n'aurait pas fait la même chose pour son enfant ? Tu crois qu'il aurait laissé son fils mourir ?» Nathan ne répondit pas. Il savait qu'elle mentait, mais il voulait y croire. 2 jours plus tard, Nathan se retrouva assis dans une cabine du Riverside Diner à 30 km de là. En face de lui, le docteur Brennan semblait encore plus fatigué. Ses yeux étaient ternes, ses gestes mécaniques. « Vous me demandez de tuer une enfant, dit-elle froidement. Nathan baissa la tête. « Je vous demande de sauver mon fils. » Le silence qui suivit dura de longues secondes. Puis elle parla, la voix éteinte. « Vous savez combien de gens m'ont demandé de faire des choses terribles ? Vous seriez surpris de ce que la peur pousse les gens à faire. »« Alors pourquoi êtes-vous venu ?» demanda Nathan. Le docteur Brennan fixa le vide un moment avant de répondre. « Parce que, il y a 3 ans, mon fils Kyle est mort en Afghanistan. Il avait 18 ans, et il servait sous les ordres de votre frère, le capitaine Daniel Cooper. » Nathan se figea. Il a été touché par un éclat d'obus, fémoral sectionné. Il s'est vidé de son sang en 4 minutes. Daniel avait un choix à faire, s'arrêter pour tenter de le sauver, ou continuer pour protéger 2 soldats, pris sous le feu ennemi. Il a choisi les 2 soldats. Sa voix se brisa. « Mon fils est mort seul, en m'appelant. » Nathan resta muet. « Je ne l'ai jamais dit à personne. Daniel était un héros, c'est ce que tout le monde dit. Il a pris la bonne décision tactique, mais il n'a pas sauvé mon fils. Et depuis 3 ans, je le hais pour ça. » Elle sortit une enveloppe de son sac et la posa sur la table. À l'intérieur, il y avait des ordonnances, des dossiers médicaux et des relevés de dettes de jeu. « J'ai 80 000 $ de dettes. Vous m'offrez 50 000 en liquide, plus l'effacement du reste. 130 000 raisons d'accepter. Et une vengeance que j'attends depuis longtemps. » Nathan sentit son estomac se retourner. « C'est mal. Nous savons tous les deux que c'est mal. »« Oui, » répondit-elle en vidant son café. « Mais on va le faire quand même. Parce que la morale, c'est un luxe qu'on ne peut plus se payer quand on se noie. » Ils planifièrent tout en 1 heure. Le docteur Brennan prescrirait à Lily des vitamines, qui seraient en réalité un médicament pour le cœur, la digoxine. En petite dose, pendant 2 semaines, elle affaiblirait son cœur. Puis une dernière dose, plus forte, provoquerait un arrêt cardiaque, une mort lente, crédible, qu'elle maquillerait en défaillance naturelle. Nathan insisterait pour un enterrement rapide. Tradition militaire, dirait-il. Le plan était atroce, et pourtant il acquiesça. Cette nuit-là, il resta debout devant la porte de la chambre de Lily. La petite dormait paisiblement, serrant dans ses bras un ours en peluche qui avait appartenu à son père. Sur sa table de chevet, un dessin, son père en uniforme, sa mère avec des ailes d'ange et un grand chien noir qui les veillait. Nathan sentit les larmes lui monter aux yeux. Il pensa à Daniel, à ses bras le sortant de la rivière quand il avait 8 ans, à sa voix « Je t'ai, petit frère, je te tiens ». Puis, depuis la chambre voisine, il entendit la toux d'Ethan, cette toux humide qui sonnait comme un rappel de l'enfer. Et il fit son choix. Le lundi matin, 16 décembre, il prépara la première dose. Dans le silence glacial de la cuisine, il écrasa les pilules dans un mortier. Ses mains tremblaient tant qu'il en fit tomber 2. Le bruit de la céramique sur le carrelage résonna comme un coup de feu. Victoria apparut dans l'encadrement de la porte. « Fais-le » dit-elle simplement. Nathan mélangea la poudre blanche dans le jus d'orange de Lily.
À 7h30, la fillette entra, les cheveux en bataille, son pyjama couvert de chiens dessinés. « Bonjour tonton Nathan », lança-t-elle joyeusement. Il ne parvint pas à la regarder. « Tiens ma chérie, n'oublie pas tes vitamines. » Lily mâcha les bonbons gélifiés avec un sourire. « Elles ont un goût bizarre aujourd'hui. » Nathan sentit son cœur s'arrêter. « Bizarre comment ? Je sais pas. Juste différent, dit-elle en haussant les épaules. Puis elle prit son sac. « Je peux laisser des carottes pour le chien aujourd'hui ?» Il la fixa, confus. « Quel chien ? Celui de la forêt. Celui qui m'a aidé quand j'étais perdu. » répondit-elle avec un sourire. « Je le vois parfois. Je crois qu'il est seul. » Elle s'approcha, l'embrassa sur la joue. « Je t'aime, tonton Nathan. » Et elle courut vers le bus. Quand la porte se referma, Nathan courut à la grange et vomit. Puis il but jusqu'à ce que ses mains cessent de trembler. Les jours suivants, Lily changea lentement. D'abord, de petites choses. Le mardi 17 décembre, elle rentra de l'école, déposa son sac et monta directement se coucher. « Juste fatiguée », dit-elle quand Nathan s'inquiéta. Le 19, elle mangea à peine 3 bouchées de son dîner. Victoria fronça les sourcils. « On ne gaspille pas la nourriture dans cette maison », lança-t-elle sèchement. Lily baissa les yeux. « Pardon, tata, j'ai pas très faim. » Le 21, des cernes apparurent sous ses yeux. Sa peau prit une teinte grisâtre qui fit se tordre le ventre de Nathan. Le 23, elle s'endormit pendant le film de Noël, blottie contre lui sur le canapé. Il sentit son souffle faible contre sa chemise, ses doigts minuscules serrant sa manche. Les larmes lui montèrent aux yeux. Victoria, assise dans le fauteuil, le regardait sans rien dire. Pas un mot, pas une émotion. Nathan s'enfonçait dans la folie. Il dormait à peine, buvait trop, évitait Lily autant qu'il le pouvait. Il passait des heures dans la grange à fixer une photo de Daniel sur son téléphone. Son frère, en uniforme, sourire confiant, regard franc. « Pardonne-moi », murmurait-il chaque nuit. « Dieu, Daniel, je suis désolé. » Mais il ne s'arrêtait pas. Chaque matin, il préparait une nouvelle dose. Chaque matin, il la regardait avaler le poison déguisé en bonbons. Chaque matin, il mourait un peu plus. Mais dans la forêt, quelqu'un d'autre observait. Thunder, depuis cet été, le grand berger allemand avait surveillé la maison. Il connaissait les habitudes de la petite. L'heure où elle partait à l'école, celle où elle déposait des friandises au bord des bois. Il connaissait son odeur, une odeur qu'il aurait reconnue parmi 1000. Mais depuis plusieurs jours, quelque chose clochait. Cette odeur changeait. Elle portait désormais une amertume étrange, chimique, presque toxique. Le 19 décembre, Thunder fit les 100 pas à la lisière de la forêt, gémissant, incapable de rester immobile. Cette nuit-là, il s'approcha de la maison, son ombre glissant entre les arbres. Il leva la tête vers la fenêtre de la chambre de Lily. À travers la vitre, il la vit, pâle, minuscule, endormie. Il s'allongea dans la neige, le regard fixé sur elle. 3 jours plus tard, dans la nuit du 22 décembre, il leva le museau vers le ciel et hurla. Un hurlement long, profond, qui se répercuta dans toute la vallée. Un son si triste, si plein de douleur que les habitants de White Creek se réveillèrent en sursaut. « Quelqu'un est mort », murmura une vieille femme en se signant. Chez elle, à côté de la propriété des Cooper, Margaret Sullivan se redressa dans son lit. 75 ans, veuve depuis 20 ans, ancienne institutrice, elle avait enseigné à Daniel et Nathan lorsqu'ils étaient enfants. Son cœur malade la fatiguait de plus en plus, mais cette nuit-là, ce n'était pas la douleur qui l'empêcha de dormir, c'était la culpabilité, parce qu'elle avait vu quelque chose, c'était 3 jours plus tôt, le 19 décembre. Elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Comme souvent, elle s'était levée pour se préparer une tisane et regardait par la fenêtre de sa cuisine. La maison des Cooper, juste en face, était encore allumée. À travers la vitre, elle vit Nathan assis à la table. Une lampe éclairait son visage ravagé. Il tenait un petit pilon, écrasait des comprimés dans un mortier, les mélangeait à quelque chose dans un verre. Et il pleurait, ses épaules tremblaient. Il essuyait ses yeux, puis reprenait son geste, lent, mécanique. Ensuite, il se leva et porta le verre vers l'arrière de la maison, vers la chambre de Lily. Margaret porte une main à sa bouche. Tout son corps se figea. « Non, non, Seigneur, dis-moi que je rêve », murmura-t-elle. Elle pensa appeler le shérif Hale ou les services sociaux. Sa main effleura le téléphone. Mais elle se souvint d'une conversation, une semaine plus tôt. Nathan, debout devant sa clôture, lui avait dit d'un ton apparemment léger « C'est sec cette année, hein, Madame Sullivan? Une étincelle et tout peut partir en fumée. Vous avez une assurance habitation ?» Elle avait compris le sous-entendu. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Elle reposa le téléphone tremblante. Cette nuit-là, elle ne dormit pas.
Elle resta assise, les mains serrées sur sa tasse froide, le regard perdu. Elle savait qu'elle venait de condamner une enfant en gardant le silence. Les jours passèrent. Margaret observait la petite fenêtre de la chambre de Lily. Elle vit la fillette devenir pâle, fragile. Elle vit Nathan se consumer, la tête baissée, les traits creusés. Elle vit Victoria, froide et distante, traverser la maison comme une ombre. Et elle se haïssait un peu plus chaque jour. Le 29 décembre, elle se rendit au bureau du shérif. Elle posa la main sur la poignée de la porte, et là, elle aperçut, garé juste devant, le vieux pick-up de Nathan. La panique la paralysa. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle crut qu'il allait lâcher. Elle fit demi-tour et rentra chez elle. Ce soir-là, elle écrivit une lettre, une confession. Elle y raconta tout ce qu'elle avait vu, les pilules, les larmes, le verre. Elle glissa la lettre dans une enveloppe et la cacha dans sa Bible, sur la table de chevet. « Si on enterre cet enfant, je donnerai cette lettre au shérif », murmura-t-elle. « Je le jure. » Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle était déjà complice. Le 2 janvier, la tragédie arriva. À l'école, pendant que Madame Patterson lisait une histoire sur les animaux de la forêt, Lily tomba de sa chaise. Ses lèvres étaient bleues, ses yeux à moitié ouverts, son souffle irrégulier. Les enfants hurlèrent. L'institutrice appela une ambulance. Nathan arrive à l'hôpital quelques minutes après elle, livide, le cœur battant à tout rompre. Le docteur Brennan était déjà là. Elle examina la petite fille, puis emmena Nathan dans le couloir. « Son cœur est gravement affaibli », dit-elle d'une voix feinte de tristesse. « Cela ressemble à une malformation congénitale non détectée. » « Mais elle allait bien ?» balbutia Nathan. « Elle courait, elle riait, elle... Ce genre de choses arrive, coupa-t-elle doucement. Ce n'est la faute de personne. » Lily resta hospitalisée 2 jours. Elle demanda à voir Thunder. « C'est mon ange gardien ?» expliqua-t-elle à une infirmière. Nathan, lui, détourna les yeux. « Les chiens sauvages ne sont pas autorisés dans les hôpitaux », répondit-il d'une voix brisée. Le 4 janvier, le docteur Brennan déclara qu'elle pouvait rentrer chez elle. « Repos complet, alimentation légère ?» recommanda-t-elle, et elle remit à Nathan un petit flacon de verre. « C'est la dernière dose ?» Le 12 janvier, la maison était silencieuse. Le vent soufflait à travers les joints des fenêtres. Ethan dormait. Victoria lisait un livre de finances dans le salon. Nathan, lui, était dans la cuisine, le flacon à la main. À l'intérieur, les pilules scintillaient comme des éclats de neige. C'était la dose finale, celle qui devait arrêter le cœur de Lily. Il tremblait si fort qu'il faillit renverser le verre. Des larmes coulaient sur ses joues. Victoria apparut dans l'encadrement de la porte. « Fais-le », dit-elle d'un ton sec. « Pense à Ethan. »« Je ne peux pas », souffla Nathan. « Il doit y avoir une autre solution. »« Il n'y en a pas », répliqua-t-elle. « La banque saisit la ferme dans 13 jours. Ethan a besoin de cette opération. Tu as commencé, tu dois finir. » Il écrasa les comprimés, les mélangea au lait chaud, les larmes tombèrent dans le verre. Puis il prit une grande inspiration et marcha vers la chambre de Lily. La petite était assise sur son lit, un crayon à la main dessinant. Sur la feuille, elle et Ethan jouaient dans la neige, un grand chien noir veillant sur eux. Elle leva les yeux et sourit. « Regarde, tonton Nathan, j'ai dessiné Thunder. C'est magnifique, ma puce, dit-il, la voix étranglée. Docteur Brennan m'a donné un médicament pour t'aider à aller mieux. Bois ça, d'accord ?» Lily prit le verre. « Tonton Nathan, pourquoi t'as toujours l'air triste ?» Il cligna des yeux surpris. « Triste ? Non, juste fatigué. Madame Sullivan dit que parfois être fatigué et être triste, c'est pareil, dit-elle en buvant une gorgée. Elle dit que son mari faisait pareil, qu'il se taisait quand il était triste, alors tout le monde croyait qu'il était juste fatigué. Mais en fait, il avait le cœur cassé. » Nathan sentit sa gorge se serrer. Incapable de parler, il la regarda boire lentement. Madame Sullivan dit aussi que l'amour ne meurt pas même quand les gens meurent, continua Lily d'une voix douce. Elle dit que ça change juste de forme, comme mon papa. Il est parti, mais il m'aime encore. Je le sens quand je ferme les yeux. Il prit le verre vide, les mains tremblantes. Il se pencha et l'embrassa sur le front. « Je t'aime, Lily. Il faut que tu saches ça. »« Je t'aime aussi, tonton Nathan, dit-elle en souriant. Mais j'ai sommeil. Alors dors, ma chérie, dors un peu. » 30 minutes plus tard, la voix de Lily retentit faiblement. « Tonton Nathan, j'ai mal, j'ai du mal à respirer. » Il accourut. Elle était blême, ses lèvres bleues, son petit corps secoué de spasmes. Elle leva une main tremblante. « J'ai peur, ça fait mal. » Nathan la serra contre lui, sanglotant. « Je sais, mon ange, je sais. Dis à Thunder que je vais lui manquer, » murmura-t-elle avant de s'effondrer dans ses bras. Quand les secours arrivèrent, 8 minutes plus tard, il était trop tard.
Le docteur Brennan fit semblant de tenter la réanimation pendant 12 longues minutes, puis leva les yeux vers l'horloge. Heure du décès, 23h34. Nathan s'écroula contre le mur. Victoria resta immobile, impassible. Et à 5 kilomètres de là, dans la forêt, Thunder leva la tête et hurla à la mort. Un hurlement long, douloureux, si profond que les habitants de White Creek se réveillèrent en larmes, sans comprendre pourquoi. Le 15 janvier, à 1h de l'après-midi, le corbillard arriva au funérarium de Riverside. Le ciel était d'un gris métallique, la température avoisinait les moins 22 degrés et le vent coupait la peau comme des lames. Le petit cercueil blanc, celui d'une enfant de 7 ans, fut sorti avec précaution. Nathan avait insisté pour le recouvrir du drapeau américain qui avait autrefois enveloppé le cercueil de Daniel. Le même drapeau, la même douleur. 50 personnes s'étaient déplacées. Des voisins, des enseignants de White Creek Elementary, des vétérans de la Légion américaine, tous venus honorer la mémoire du capitaine Cooper et de sa fille. Parmi eux se trouvait Michael Shaw, ancien sergent des Marines et frère d'armes de Daniel, et sa femme Caroline, enceinte de 8 mois. Nathan avait l'air d'un fantôme. Il avait perdu 20 kilos en un mois. Ses vêtements pendaient sur lui. Ses yeux étaient creux, cernés, vidés. À ses côtés, Ethan serrait sa main en sanglotant. « Pourquoi Lily devait mourir, papa ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Pourquoi le docteur n'a pas pu la sauver ?» Nathan ne répondit pas. Il posa sa main sur la tête de son fils, incapable d'articuler le moindre mot. Victoria, elle, restait en retrait, vêtue d'une robe noire et de lunettes de soleil malgré le ciel couvert. Son visage était impassible, figé dans une expression de deuil parfaitement étudiée. Mais Madame Margaret Sullivan, debout au fond du cortège, la canne à la main, l'observait avec une attention particulière. Elle remarqua ce que les autres ne voyaient pas. Les coups d'œil furtifs de Victoria à sa montre, ce léger mouvement de lèvres, presque un sourire. Un sourire que seule une personne satisfaite pouvait avoir. À 13h15, le cortège funéraire s'ébranla. Les drapeaux américains flottaient à demi-mât dans la petite ville. Les habitants se tenaient sur les trottoirs, la main sur le cœur, tandis que la voiture transportant le cercueil de Lily passait lentement devant eux. En traversant les grilleuils de la ferme Cooper, Nathan aperçut le panneau de saisie cloué sur la barrière, saisie prévue dans 3 jours. Mais il ne ressentit rien, son âme était déjà vide. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à l'orée des bois, un berger allemand les suivait. Thunder, amaigri, le poil gelé par la neige, avançait dans les congères, longeant la route à distance. Il ne les quittait pas des yeux. Depuis des jours, il avait cherché cette odeur, celle de Lily, et maintenant, il la sentait à nouveau, faible, mais présente. Il haletait, épuisé, ses pattes crevant la neige à chaque pas. Mais il continuait. Son instinct lui criait que quelque chose n'était pas terminé. Glacier Memorial Cemetery s'étendait sur une colline. Les pierres tombales alignées comme des soldats au garde-à-vous. Le cercueil de Lily devait être enterré juste à côté de celui de son père. Les fossoyeurs avaient travaillé toute la matinée pour percer le sol gelé. Une plaie sombre dans la blancheur du paysage. À 14h, la cérémonie commença. Le pasteur Williams, Bible à la main, lutta contre le vent qui feuilletait ses pages. Les vétérans formèrent une garde d'honneur autour du cercueil. Le cercueil, suspendu par des sangles au-dessus du trou, semblait flotter entre 2 mondes. Michael Shaw s'avança, la gorge serrée, pour prononcer l'éloge. Le capitaine Daniel Cooper était plus qu'un camarade, dit-il d'une voix grave. C'était un frère. Il a sauvé ma vie à Kandahar quelques mois avant de mourir. Il parlait de sa fille tous les jours. Il portait sa photo dans son casque. Daniel est mort en héros pour que d'autres rentrent chez eux. Et maintenant, c'est sa fille qui repose à ses côtés. Partie bien trop tôt. La voix de Michael se brisa, mais je crois qu'il l'attendait, et qu'aujourd'hui, il l'a enfin retrouvée. Un sanglot s'échappa de Nathan, ses jambes flanchèrent, et Michael dut le rattraper avant qu'il ne s'effondre dans la neige. Victoria, elle, ne bougea pas d'1 centimètre. Derrière ses lunettes, ses yeux demeuraient secs. Madame Sullivan, au fond, sentait son cœur battre dans sa poitrine malade. Elle se répétait « Dis-le maintenant, Margaret. Dis la vérité avant qu'il soit trop tard. » Sa main tremblait sur sa canne. À 14h précises, les soldats tirèrent 3 salves de fusil. Les coups résonnèrent dans la vallée, se répercutant contre les montagnes enneigées. Puis, le clairon entonna Taps, la mélodie funèbre. Le cercueil commença à descendre lentement. Les sangles grinçaient. La foule pleurait.
Et c'est à ce moment-là que le portail du cimetière s'ouvrit violemment dans un grincement de fer. Thunder surgit, un éclair noir et fauve fendit la neige, 45 kilos de fureur et de désespoir. Il courut droit vers la tombe, ses pattes projetant des gerbes de poudre blanche derrière lui. Les cris éclatèrent. Un chien enragé, hurla quelqu'un, « Écartez-vous !» Les enfants pleuraient. Le shérif Hale dégaina son arme. 2 chasseurs levèrent leurs fusils. « Tirez !» cria Nathan hors de lui. « Tirez avant qu'il attaque !» Mais Thunder n'attaquait pas. Il fonça droit sur le cercueil et bondit dessus avec un bruit sourd. Le dispositif de descente vacilla. Le chien posa ses pattes sur le couvercle blanc et se mit à gratter frénétiquement. Ses aboiements résonnaient dans le vent, rapides, précis, insistants. Pas un cri d'agression, un signal. Le pasteur lâcha sa Bible. Le shérif hésita. Quelque chose dans le comportement du chien n'avait rien de fou. Il semblait essayer de dire quelque chose. Thunder posa son museau contre le bois et renifla le long de la jointure. Puis il leva la tête vers le shérif. Ses yeux, pleins d'intelligence, d'urgence, fixaient l'homme sans ciller. Il tira doucement sur le drapeau américain, le fit glisser, découvrant le cercueil nu, puis se rassit, immobile, tendu. Tout était clair, il voulait qu'on ouvre. Ce chien, il essaie de nous dire quelque chose, murmura le pasteur. Mais Nathan hurla, « Non, non, ne touchez pas à ce cercueil, c'est un manque de respect. » La voix de Madame Sullivan fendit l'air comme un coup de couteau. « Ce n'est pas un manque de respect, Nathan, c'est justice. » Tous se tournèrent vers elle. La vieille femme s'avançait, canne plantée dans la neige à chaque pas. Ses yeux lançaient des éclairs. « Cet homme a empoisonné cet enfant !» cria-t-elle. Un silence de mort s'abattit sur le cimetière. « Quoi ?» balbutia le shérif Hale. « Je l'ai vu, » continua-t-elle, le 19 décembre, à 11h30 du soir. À travers sa fenêtre, j'ai vu Nathan Cooper écraser des pilules dans un mortier, les mélanger à du lait, pleurer puis porter le verre dans la chambre de Lily. Victoria blêmit. « Madame Sullivan, » tenta le shérif. « Vous êtes sûre de ce que vous avancez ? Aussi sûre que de ma mort prochaine, » répondit-elle. « J'ai voulu parler, mais il m'a menacé, il m'a dit que ma maison pourrait brûler. Il savait que je n'avais pas d'assurance. Alors j'ai eu peur. Et pendant que j'avais peur, cet enfant mourait. » Nathan tomba à genoux dans la neige. « Non, non, c'est pas... »« Tais-toi » siffla Victoria, les dents serrées. Mais Nathan la fixa, les yeux fous. « Tu m'as forcé. Tu as dit qu'Ethan allait mourir, que c'était la seule solution. »« Ne dis plus un mot, » murmura-t-elle, glaciale. Le shérif Hale leva la main. « Michael, aide-moi à ouvrir le cercueil. »« Vous ne pouvez pas faire ça !» hurla Nathan. « Dieu, c'est sacrilège. » 2 hommes le saisirent pour le retenir. Victoria fit un pas en arrière, cherchant discrètement à s'éloigner vers les voitures. « Député, arrêtez-la !» ordonna le shérif sans même lever les yeux. 2 officiers se précipitèrent. Victoria s'immobilisa, les mains le long du corps, le visage vide. Michael Shaw s'approcha du cercueil. Thunder s'écarta juste assez pour les laisser faire, les yeux fixés sur eux. Michael et le shérif déverrouillèrent les loquets. Le bruit métallique claqua dans l'air gelé. Ils soulevèrent lentement le couvercle. Le temps s'arrêta. Lily reposait là dans une petite robe blanche, ses mains croisées sur sa poitrine. Sa peau avait une teinte bleu-gris, mais ses lèvres n'étaient pas complètement ternes, et ses paupières semblaient encore frémir. Une infirmière, Janet Miller, s'avança en courant depuis la foule. Elle posa 2 doigts sur la gorge de la fillette. 10 secondes, 20, 30. Puis elle leva la tête, la voix tremblante. « Mon Dieu, elle a un pouls !» Le cimetière explosa. Cris, larmes, prières. Le shérif Hale attrapa sa radio. « Urgence vitale à Glacier Memorial Cemetery. Une enfant retrouvée vivante dans un cercueil. J'ai dit vivante. » Thunder, lui, se coucha contre le cercueil, posant sa tête sur le bras de la fillette. Et pour la première fois depuis des semaines, sa queue remua lentement dans la neige. Le temps sembla se figer. Puis tout s'enchaîna. Le shérif Hale retira sa veste et la posa sur le petit corps glacé. « Écartez-vous !» cria-t-il. « Donnez-lui de l'air !» Michael Shaw, genou à terre, posa ses doigts sur la gorge de Lily. « Oui, je le sens. » Lent, mais présent. Thunder gémissait, le museau posé contre sa main. Il la léchait doucement, comme pour l'encourager à respirer. Son pelage noir et fauve contrastait avec la blancheur du cercueil, comme un ange tombé dans la neige. L'infirmière Janet Miller sortit son stéthoscope, ses mains tremblant d'adrénaline. Respiration faible. Pouls irrégulier. Elle est en hypothermie sévère. « On a besoin d'une ambulance maintenant !» hurla le shérif dans sa radio. « En route 5 minutes !» répondit la voix grésillante du central.
Nathan, menotté par 2 officiers, se mit à hurler « Non, non, c'est impossible, elle était morte, elle était morte !» Madame Sullivan s'avança, la voix tremblante. « Non, Nathan, elle était vivante, et Dieu t'a donné une chance de voir ce que tu as fait. » Il s'effondra dans la neige, hurlant. « Je ne voulais pas. Je voulais juste sauver mon fils. » Victoria, maintenue par 2 adjoints, resta glaciale. « Vous n'avez aucune preuve, » dit-elle d'un ton sec. « C'est un accident. Elle avait un problème cardiaque, tout le monde le sait. » Le shérif Hale s'approcha lentement d'elle. « Vous savez ce que je trouve fascinant, Madame Cooper? Quand on ment, même dans le froid, on transpire. » Elle soutint son regard. « Je veux parler à un avocat. » Thunder se mit à aboyer furieusement, ses poils dressés. Il tire sur sa laisse improvisée et bondit vers elle. Les adjoints durent le retenir. Il grognait, fixant Victoria avec une haine presque humaine. L'ambulance arriva enfin. 2 secouristes sautèrent du véhicule, enveloppant Lily dans des couvertures thermiques. Ils la posèrent sur un brancard chauffant et la branchèrent à une perfusion. « Elle est très faible, » dit l'un d'eux. « Mais elle se bat. »« Où l'emmène-t-on » demanda le shérif. « À St. Luke Hospital, Missoula » répondit le chef des secours. « C'est le seul hôpital avec une unité pédiatrique complète à moins de 100 km. » Thunder tenta de monter dans l'ambulance. Les secouristes hésitèrent. L'un d'eux posa la main sur le shérif. « Ce chien ?» Il refuse de la quitter. Hale hocha la tête. « Laissez-le venir. Si ce chien n'avait pas été là, on serait tous en train d'enterrer une enfant vivante. » Les portes se refermèrent. L'ambulance s'éloigna, sirène hurlante, fonçant à travers la neige. À l'hôpital Saint-Luc, le chaos régnait. Les médecins s'affairaient autour du petit corps. Température corporelle, 28 degrés Celsius. Pouls à 35 battements par minute. Respiration irrégulière. Mais chaque signe était un miracle en soi. L'infirmière principale déclara « Elle est restée dans le cercueil au moins 40 minutes. Comment a-t-elle survécu ?» Le docteur Harland, urgentiste depuis 20 ans, secoua la tête. Hypothermie protectrice. Le corps s'est mis en veille. Son métabolisme a ralenti juste assez pour la préserver. À travers la vitre, Thunder était assis dans le couloir, les yeux fixés sur la porte. Il n'avait pas bougé depuis l'arrivée. Les médecins passaient à côté de lui sans oser le chasser. À minuit 42, la courbe du moniteur cardiaque s'éleva légèrement, puis un soupir, faible mais réel. Les médecins se figèrent, les lèvres de Lily bougèrent. « Oh !» murmura-t-elle. L'infirmière éclata en larmes. « Mon Dieu, elle parle !» Le docteur Harland s'approcha. « Doucement, Lily. Tu es à l'hôpital. Tu es en sécurité. » Ses paupières papillonnèrent. « Thunder, où est Thunder ?» Le docteur esquissa un sourire. « Juste derrière la porte. » Elle esquissa un faible sourire à son tour, ses lèvres bleues, tremblantes. « Il m'a trouvé encore. » Pendant ce temps, au commissariat de White Creek, Nathan Cooper était en garde à vue. Il tremblait, ses mains couvertes de sang séché et de neige. Le shérif Hale s'assit en face de lui, silencieux, posant un dossier sur la table. « On a trouvé des traces de digoxine dans le sang de Lily, » dit-il calmement. « Un médicament cardiaque, la même substance que celle qu'on a retrouvée dans votre cuisine. » Nathan ferma les yeux. « Je n'ai pas voulu la tuer. J'ai juste suivi ce qu'on m'a dit. »« Et qui vous l'a dit ?» demanda le shérif. Il hésita. « Victoria et le docteur Brennan. » Le shérif hocha lentement la tête. « Brennan, Patricia Brennan, c'est bien ça ?»« Oui. Elle a signé le certificat de décès, sans autopsie. » Nathan hocha faiblement la tête. « Et elle a encaissé 50 000 $ en liquide la veille de la mort de Lily, » ajouta le shérif en ouvrant un dossier. « On a retrouvé la transaction. Vous avez tous les deux joué à Dieu. » Nathan se mit à pleurer. « Je voulais sauver mon fils. Je voulais pas... » « Vous avez détruit 2 enfants, » coupa Hale. « Le vôtre et celui de votre frère. » Pendant ce temps, Victoria, dans la cellule voisine, se tenait droite, silencieuse. Elle observait le mur face à elle, un mince sourire sur les lèvres. Quand un adjoint lui annonça que Lily était vivante, elle tourna lentement la tête. « Vous mentez, » dit-elle d'une voix calme. « Non, madame, » répondit l'adjoint. Elle a repris connaissance. Elle resta immobile un instant. Puis, pour la première fois, sa façade se fissura. Ses lèvres tremblèrent, et une unique larme coula sur sa joue. À Saint-Luc Hospital, 3 jours plus tard. Lily était éveillée, faible mais consciente. Les médecins la gardaient en observation constante. La pièce sentait le désinfectant et la neige fondue apportée sur les bottes du personnel. Assis à côté d'elle, Michael Shaw lui tenait la main. « Tu as été très courageuse, petite, » dit-il avec douceur. « Est-ce que mon papa est fier de moi ?» demanda-t-elle. Michael sourit tristement. « Plus que tu ne peux l'imaginer. » Thunder était allongée au pied du lit,
la tête entre les pattes. À chaque fois que Lily bougeait, il levait les yeux comme pour vérifier qu'elle respirait toujours. Le shérif Hale entra, le chapeau à la main. « Salut, championne », dit-il en s'approchant. « On voulait te remercier. Grâce à toi, on a arrêté des gens très méchants. »« C'est pas grâce à moi », répondit-elle doucement. « C'est grâce à Thunder. Il savait que je dormais, pas que j'étais morte. Il a crié pour que vous m'entendiez. » Le shérif sourit. « Ce chien t'a sauvé 2 fois. Je crois qu'il t'a choisi. » Elle leva la main et la posa sur la tête du berger allemand. « Non, c'est papa qui l'a envoyé. » Le shérif sentit un frisson le traverser. Il se racla la gorge. « Lily, il y a quelque chose que tu dois savoir. Ce chien, il appartenait à ton père. » Elle cligna des yeux. « Quoi ? Ton père, le capitaine Cooper, a servi avec un berger allemand nommé Thunder. C'était un chien militaire. Il l'a entraîné lui-même. Quand ton père est mort, le chien a été envoyé dans un refuge pour anciens K9. On pensait qu'il avait disparu. Mais il t'a retrouvé, Lily, comme s'il avait senti que tu étais la fille de son maître. » Les yeux de la fillette s'embuèrent. « Alors, c'est lui ? C'est le chien de papa ? » « Oui, dit doucement le shérif. Et maintenant, il veille sur toi. » Elle serra plus fort la tête du chien contre elle. « Je t'aime, Thunder, et je te promets, je ne te laisserai plus jamais seule. » Thunder gémit doucement, posant son museau sur sa poitrine. À cet instant, tout le monde dans la pièce sut que quelque chose de plus grand venait de se produire. Une boucle venait d'être bouclée. Mais dehors, dans la neige fondue du parking de l'hôpital, quelqu'un observait la fenêtre de la chambre. Une silhouette emmitouflée dans un manteau sombre, les yeux rivés sur la lumière. C'était le docteur Patricia Brennan. Son visage était livide, les traits tirés. Elle murmura « Ce n'était pas censé se passer comme ça. » Puis, elle tourna les talons et disparut dans la nuit. 2 jours après le miracle du cimetière, le calme apparent de White Creek fut brisé par une tempête d'arrestations. Les policiers avaient fouillé la maison des Cooper pendant la nuit. Ce qu'ils y trouvèrent glaça même les plus aguerris. Dans la cuisine, un flacon de vitamines pour enfants contenait en réalité un puissant médicament cardiaque, la digoxine. Dans le bureau, des relevés bancaires révélaient des transferts suspects vers un compte au nom de Victoria. Et dans le tiroir de sa table de nuit, soigneusement dissimulé sous un double fond, les enquêteurs découvrirent un petit carnet noir. Ce journal, rempli d'une écriture nette et régulière, retraçait 18 mois de planification. Une folie froide et méthodique. Le shérif Hale en lut les premières pages, le cœur serré. 3 janvier 2024, Nathan est faible. Il n'aura jamais le courage d'aller jusqu'au bout. Mais si Ethan tombe malade, si je l'amène au bord du désespoir, il fera tout ce que je lui dirai. L'instinct de survie est plus fort que la morale. 15 mars 2024, j'ai trouvé la clé. Le docteur Brennan, son fils est mort sous le commandement de Daniel. Sa haine est un cadeau du destin. J'ai juste à l'utiliser. 14 décembre 2024, Nathan a reçu la lettre de la banque. Tout est en place. Dans 30 jours, la ferme sera saisie. Il n'a plus d'issue. Demain, on commence. Hale referma le carnet, les mâchoires crispées. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Elle avait tout prévu. Les officiers fouillèrent ensuite la salle de bain. Ils y trouvèrent des laxatifs, des coupes-fins et des sirops trafiqués. Tous portaient l'étiquette « pour Ethan ». C'est là que la vérité prit une dimension encore plus sombre. Victoria avait empoisonné son propre fils pour convaincre Nathan que l'enfant était mourant. Elle avait inventé la maladie. Le lendemain matin, le docteur Patricia Brennan fut arrêtée à son cabinet médical. Dans son bureau, on retrouva des ordonnances falsifiées, des flacons de digoxine et une enveloppe contenant exactement 50 000 $ en liquide. Sur son bureau, une lettre non envoyée écrite de sa main. « Je voulais venger mon fils, mais j'ai juste trahi sa mémoire. » Quand elle fut amenée au poste, le shérif Hale s'assit face à elle. « Docteur Brennan, vous avez aidé Victoria Cooper à empoisonner une enfant de 7 ans. Pourquoi ?» Elle leva les yeux, les pupilles dilatées par la fatigue. Parce qu'elle savait. Elle savait ce que Daniel avait fait. Ce que Daniel avait fait ? Elle inspira profondément. « Mon fils, Kyle, est mort en Afghanistan. Il servait dans l'unité du capitaine Cooper. Il a été touché à la jambe par un éclat d'obus. L'artère fémorale sectionnée. Daniel a dû choisir, s'arrêter pour sauver Kyle ou avancer pour sortir 2 autres soldats pris sous le feu. Il a choisi d'avancer. Kyle est mort, seul, appelant sa mère. » Le shérif resta silencieux. Elle continua. « Tout le monde l'a appelé héros. Ils ont donné son nom à une rue. Ils ont oublié Kyle. Moi, je n'ai jamais oublié. Victoria a joué sur cette douleur. Elle m'a offert la vengeance et de l'argent pour effacer mes dettes. J'ai cru que ça m'apaiserait, mais ce que j'ai fait, sa voix se brisa.
Ce que j'ai fait est impardonnable. » Et elle croisa les bras. « Vous saviez que Lily était encore vivante dans le cercueil ?» Elle ferma les yeux. « Non, j'avais signé le certificat. Je pensais qu'elle était morte. Quand j'ai appris ce qui s'était passé, j'ai compris que c'était mon châtiment. » 3 semaines plus tard, le procès s'ouvrit au tribunal de Missoula. La neige fondait lentement sur les collines, mais dans la salle d'audience, le froid restait dans les cœurs. Victoria entra la première, menottée, impassible, vêtue d'un tailleur gris. Nathan suivit, l'air abattu, puis le docteur Brennan, les yeux creux, comme vidés. Lily, encore trop faible pour comparaître, suivait les audiences depuis son lit d'hôpital, accompagnée de Michael Shaw et du shérif. Elle ne comprenait pas tout, mais elle savait que c'était la fin d'un cauchemar. Le procureur s'avança, voix ferme. « Mesdames et messieurs du jury, cette affaire n'est pas seulement celle d'un meurtre manqué. C'est l'histoire d'une trahison totale, celle d'une famille, d'un frère, d'un médecin. Et la seule raison pour laquelle cet enfant respire encore aujourd'hui, c'est grâce à un chien. » La salle retint son souffle. Le procureur poursuivit. « Thunder, le berger allemand du capitaine Cooper, a reconnu les signaux vitaux de la petite. Son instinct a fait ce que la science n'a pas su faire, sauver une vie. Pendant ce temps, Victoria fixait droit devant d'elle, le menton haut. Quand son avocat tenta de plaider la folie passagère, elle se pencha vers lui et chuchota. « Ne dites pas que je suis folle, dites que j'ai survécu. » Lorsqu'elle prit la parole à son tour, sa voix était calme, presque douce. « J'ai grandi pauvre, déclara-t-elle. J'ai vu ma mère mourir d'un cancer parce qu'on n'avait pas l'argent pour la soigner. Je me suis juré que plus jamais je ne laisserai la misère décider de qui vivait ou mourait. Le monde ne récompense pas la bonté. Il récompense ceux qui se battent. J'ai fait ce qu'il fallait pour survivre. » Le procureur tapa du poing sur la table. « En empoisonnant votre propre neveu, en enterrant vivante une enfant de 7 ans, Victoria le regarda impassible. Ce n'est pas ma faute si ce pays fait des monstres quand il affame ses pauvres. » Le silence qui suivit fut glacial. Dans le public, Michael Shaw serra les poings. Ses yeux brûlaient de colère. « Tu as fait pleurer un marine, Victoria, » murmura-t-il à voix basse. « Et crois-moi ça, c'est ton vrai enfer. » Le témoignage le plus marquant fut celui de Nathan. Menotté, tête basse, il monta à la barre. « Je ne mérite pas de pardon, dit-il. Mon frère m'a sauvé la vie quand j'étais enfant. Il m'a sorti d'une rivière glacée. Et moi, j'ai noyé sa fille dans le poison. J'ai cru que j'étais désespéré, mais j'étais lâche. Victoria me manipulait, oui, mais j'ai choisi de la suivre. Je vivrai avec ça jusqu'à ma mort. » Dans la salle, un murmure parcourut les bancs. Certains pleuraient, d'autres détournaient les yeux. Le verdict tomba 3 semaines plus tard. Nathan Cooper fut condamné à 15 ans de prison avec possibilité de libération après 8. Le docteur Brennan reçut 18 ans et la perte définitive de sa licence médicale. Quant à Victoria Cooper, le juge prononça la sentence d'une voix ferme. 25 ans de réclusion criminelle sans possibilité de libération anticipée. Vous avez privé un enfant d'innocence, trahi votre famille et déshonoré le souvenir d'un soldat. Victoria se leva lentement. « Je referai les mêmes choix, dit-elle calmement. L'histoire finit toujours par absoudre ceux qui survivent. »« Pas cette fois, répondit le juge. Pendant ce temps, à Saint-Luc Hospital, Lily reprenait doucement des forces. Chaque jour, elle gagnait un peu de couleur. Son cœur restait fragile, mais son esprit, lui, était plus fort que jamais. Thunder ne la quittait pas d'une semelle. Il dormait au pied de son lit, se réveillait quand elle bougeait, et posait son museau sur sa main pour la rassurer. Une nuit, alors que les lumières du couloir s'éteignaient, elle murmura « Tu sais, Thunder, j'ai rêvé de papa. Il m'a dit que tu étais son meilleur ami, et qu'il t'a envoyé pour me protéger. » Thunder leva la tête, ses yeux sombres brillant dans la pénombre. Il poussa un petit gémissement, comme s'il comprenait. Elle sourit faiblement. « Je crois que tu m'as sauvé parce que papa te l'a demandé. Alors, merci, soldat. Mission accomplie. » Le chien posa doucement sa tête sur son ventre et ferma les yeux. Le lendemain, les médecins annoncèrent une nouvelle inespérée. Le cœur de Lily se stabilise. Si tout continue ainsi, elle pourra sortir d'ici 2 semaines. Michael Shaw, qui passait chaque jour la voir, lui apporta une petite boîte. « Ton père me l'avait donnée avant de partir pour sa dernière mission, » expliqua-t-il. « Il m'a dit, si un jour tu retrouves ma fille, donne-lui ça. » Lily ouvrit la boîte. À l'intérieur, une plaque militaire. Sur le métal gravé, il y avait 4 mots simples. « Prenez soin d'elle. Prends soin d'elle. » Elle serra la plaque contre sa poitrine, les larmes aux yeux. « Il savait, » murmura-t-elle, « il savait que tu viendrais. » Thunder posa son museau sur la plaque comme pour approuver. Le printemps arriva lentement sur White Creek.
Après des mois de froid, la neige se mit enfin à fondre, découvrant les champs gelés et les clôtures tordues. Le vent portait encore l'odeur de la glace, mais le soleil, timide, commençait à percer entre les montagnes. À St. Luke Hospital, dans une chambre encore baignée d'ombres hivernales, Lily Cooper faisait ses premiers pas. Thunder marchait juste derrière elle, silencieux, prêt à la retenir si elle tombait. L'infirmière Jeannette souriait. « Doucement, Lily !» Un pas après l'autre. « J'essaie » répondit la fillette, essoufflée. « Mais mes jambes tremblent. C'est normal, tu as dormi longtemps. » Lily s'arrêta un instant et posa la main sur la tête de Thunder. « Lui, il n'a pas dormi du tout, » dit-elle avec un petit sourire. « Il veillait tout le temps. » Le chien leva les yeux, comme s'il comprenait. Une semaine plus tard, le docteur Harland annonça la nouvelle que tout le monde attendait. Le cœur de Lily est stable, sa température aussi. Elle peut rentrer chez elle, mais chez elle n'existait plus vraiment. La ferme Cooper avait été vendue pour payer les dettes et financer les soins médicaux. Ethan, le cousin de Lily, avait été confié à une famille d'accueil à Helena. Quant à Nathan, il attendait sa peine au pénitencier de Deer Lodge. C'est alors que Michael Shaw, l'ancien frère d'armes de Daniel, prit la parole. « Lily, dit-il doucement, ma femme Caroline et moi, on a beaucoup parlé. On a un grand ranch à 10 km d'ici, avec des chevaux, des collines et une chambre vide qui attend depuis des années. Si tu veux, on aimerait que ce soit la tienne. » La fillette leva les yeux, hésitante. « Vous voulez dire vivre avec vous ?»« Oui, répondit Caroline en souriant. « Et Thunder, bien sûr, on ne t'adopte pas sans ton chien. » Lily regarda Thunder. « Qu'est-ce que t'en dis ?» Le berger allemand remua la queue. La réponse était évidente. Le ranch Shaw s'étendait sur 150 hectares, avec des prairies dorées et une rivière qui serpentait entre les collines. La maison, construite en bois blond, sentait la cannelle et le feu de cheminée. Dès les premiers jours, Lily retrouva quelque chose qu'elle croyait perdu. La paix. Thunder avait trouvé sa place lui aussi. Il dormait sur le porche, courait avec les chevaux et accompagnait Lily partout. Chaque matin, elle descendait avec lui jusqu'à la rivière. Elle s'asseyait sur un rocher, son carnet sur les genoux. Elle y écrivait des lettres à son père. « Cher papa, aujourd'hui, Thunder a encore volé une pomme dans la cuisine. » Caroline a fait semblant d'être fâchée, mais je crois qu'elle riait. Michael dit que je suis courageuse, mais en vrai, c'est Thunder le courageux. Moi, j'essaie juste de suivre son exemple. Le soir, avant de dormir, elle plaçait la plaque militaire sur sa table de chevet. Les lettres gravées « Take care of her » semblaient briller dans l'obscurité. Et parfois, juste avant de s'endormir, elle murmurait « C'est bon, papa, il s'en occupe bien ». Au même moment, dans sa cellule, Nathan recevait la visite du shérif Hale. L'homme entra sans un mot, posa une photo sur la table, celle de Lily et Thunder côte à côte, souriant. « Elle vit, dit Hale, et elle est heureuse. » Nathan serra la photo dans ses mains, des larmes coulant sur son visage marqué. « Merci, murmura-t-il. Dites-lui que je suis désolé. »« Elle le sait déjà, répondit le shérif. Nathan leva les yeux. « Et Victoria ?» Le shérif resta silencieux un instant. Puis il répondit « Elle ne parle plus. Pas un mot depuis son transfert à la prison d'État. » Les semaines passèrent. Lily reprit des forces. Elle allait mieux, elle riait à nouveau. Pourtant, parfois, quand le vent soufflait depuis la vallée, son regard se perdait au loin. Michael le remarqua un soir, alors qu'il regardait le coucher du soleil. « À quoi tu penses, petite ?»« À papa, répondit-elle. Et à ce jour-là, quand tout s'est arrêté. » Michael hocha la tête. « Tu sais, j'étais avec lui la veille de sa mort. Il m'a parlé de toi. Il disait que tu étais la meilleure chose qu'il ait faite dans sa vie. » Lily tourna la tête vers lui. Il avait peur ? Non, pas une seconde. Mais il m'a dit quelque chose que je n'ai compris que plus tard. Il a dit « Les vrais héros, c'est pas ceux qui survivent à la guerre, c'est ceux qui gardent la lumière malgré la douleur. » Et aujourd'hui, Lily, cette lumière, c'est toi. Elle resta silencieuse un moment, puis murmura « Alors je vais la garder pour lui. » Thunder, assis entre eux, leva la tête vers le ciel. Le vent fit frémir son pelage. Le soleil couchant teintait la plaine de reflets dorés. Un matin, 2 mois plus tard, Lily demanda à aller au cimetière. Michael hésita. « Tu es sûre, Lily ?»« Ce n'est pas obligé. »« Si, dit-elle calmement. J'ai quelque chose à dire à papa. » Le trajet fut silencieux. Thunder, assis à côté d'elle sur la banquette arrière, observait les paysages défiler. Quand ils arrivèrent à Glacier Memorial Cemetery, la neige avait complètement disparu. Les collines étaient couvertes d'herbes vertes et de fleurs sauvages. La petite s'agenouilla devant la pierre grise, où l'on pouvait lire
Capitaine Daniel G. Cooper, 1985 à 2021. Until Duty and Love Meet Again. Elle posa sa main sur la pierre froide. « Salut, papa. Je voulais te dire merci, parce que je sais que c'est toi qui m'as envoyé Thunder, et je te promets que je vais bien. J'ai une nouvelle maison, des gens gentils, et beaucoup d'amour. Tu peux te reposer maintenant. » Le vent se leva doucement, faisant danser les fleurs. Thunder s'allongea à côté d'elle, posant sa tête sur ses genoux. Michael, en retrait, sentit une larme couler sur sa joue. « Ton père serait fier de toi, Lily, plus que tu ne peux l'imaginer. » La fillette se leva, serra la plaque militaire dans sa main et la posa au pied de la tombe. « Je crois qu'elle est à sa place maintenant. » Thunder gémit doucement, puis se mit à aboyer vers le ciel. Un aboiement clair, presque joyeux, qui résonna à travers le cimetière. Lily leva les yeux, et dans la lumière dorée, elle crut voir un instant la silhouette d'un homme en uniforme debout derrière eux, souriant. Elle cligna des yeux, la silhouette avait disparu. Mais elle sut qu'il était là. « Au revoir, papa », murmura-t-elle. Puis elle prit la main de Michael et ensemble, avec Thunder trottant à leur côté, ils redescendirent la colline. Ce soir-là, dans le ranch endormi, Caroline entra discrètement dans la chambre de Lily pour éteindre la lumière. Elle la trouva endormie, la main posée sur le dos de Thunder. Sur la table de chevet, un nouveau dessin. On y voyait 3 silhouettes, un homme en uniforme, une petite fille et un grand chien noir, tous 3 debout dans un champ baigné de soleil. Caroline resta longtemps à le regarder, puis elle souffla la lampe et murmura « Dors bien, petite lumière ». L'été s'était installé sur White Creek. Les collines étaient redevenues en vertes, la rivière chantait dans le creux de la vallée, et pour la première fois depuis des mois, Lily riait à plein poumon. Elle avait retrouvé la vie, ses joues reprenaient des couleurs, ses cheveux poussaient à nouveau, et elle pouvait courir sans s'essouffler. Chaque matin, elle sortait sur le porche du ranch avec Thunder. « Prêt pour la ronde, soldat ?» disait-elle avec un sourire. Le berger allemand se redressait aussitôt, les oreilles tendues, avant de descendre en trottinant vers les prés. Mais depuis quelques jours, Thunder semblait nerveux. Il reniflait l'air plus souvent, grognait parfois dans la nuit, fixant la forêt comme s'il sentait une présence invisible. Michael mit ça sur le compte des coyotes. « Ils sont revenus avec la chaleur », dit-il en refermant la porte de la grange. « Les chiens sentent ça à des kilomètres. » Pourtant, Thunder ne grognait pas comme face à un animal. Il grognait bas, longuement, comme s'il savait que la menace n'était pas sauvage, mais humaine. Ce même soir, à Missoula, dans une petite maison située au bout d'une rue sans nom, Patricia Brennan fixait son reflet dans le miroir. Ses cheveux, autrefois soignés, étaient ternes. Ses yeux, cernés. Elle avait perdu son poste, son statut, ses amis, mais pas ses cauchemars. Chaque nuit, elle revoyait le cercueil s'ouvrir, les aboiements, la main glacée de Lily et la voix du shérif. Elle est vivante? Elle n'arrivait plus à dormir. Elle avait tenté de se dénoncer une seconde fois, d'écrire à la famille, de demander pardon, mais personne ne lui répondait. Alors, un soir, elle prit sa voiture et roula vers le nord. À White Creek, l'air sentait la terre chaude et la poussière. Lily et Thunder jouaient dans la cour, Caroline les observait depuis la fenêtre de la cuisine. « Fais attention, ma chérie, ne t'éloigne pas trop de la clôture. »« D'accord, maman, » répondit Lily en riant. Elle lança un bâton que Thunder attrapa au vol. Il le ramena, queue battante, mais son regard, lui, resta fixé sur la route en contrebas. Une voiture venait d'arriver, grise, discrète. Thunder se raidit instantanément. Son poil se hérissa et un grondement sourd monta de sa gorge. Caroline sortit, surprise. « Qu'est-ce qu'il a ?» Lily suivit le regard du chien. Une femme descendait de la voiture, les cheveux attachés, les traits fatigués. Elle leva la main timidement. « Bonjour ». Thunder aboya violemment. « C'est elle !» murmura Lily, blême. « Je la reconnais ?» Caroline fronça les sourcils. « Vous êtes ?» La femme hésita, puis répondit d'une voix tremblante. « Docteur Patricia Brennan. » Caroline sentit son sang se glacer. Elle jeta un coup d'œil à Lily, puis à Thunder qui se plaçait déjà entre elles et la visiteuse. « Vous devez partir, » dit-elle fermement, immédiatement. « Je ne suis pas là pour lui faire du mal, » répondit Brennan. « Je veux juste lui parler, une seule fois. » Thunder aboya encore, plus fort, son corps tout entier tendu, ses yeux ne quittaient pas la femme. Caroline sortit son téléphone. « Si vous ne partez pas, j'appelle le shérif Hale. »« Faites-le, » dit Brennan calmement. « J'ai déjà parlé avec lui. Il sait que je suis venu. Je lui ai dit que je voulais réparer ce que j'ai fait. » Lily s'avança timidement. « Thunder, c'est bon, » murmura-t-elle. « Laisse-la.
Le chien la regarda, hésitant, puis recula d'un pas, sans cesser de grogner. Brennan s'accroupit lentement, les mains visibles. « Bonjour Lily, tu ne me reconnais peut-être pas, mais c'est moi qui t'ai soignée. Vous m'avez tué, répondit la fillette d'une voix calme. Le silence tomba. Même le vent semblait s'être arrêté. Brennan ferma les yeux. Oui, et je passerai le reste de ma vie à vivre avec ça. Caroline posa la main sur l'épaule de Lily. Viens ma chérie, rentre à la maison. Mais Lily secoua la tête. Non, je veux savoir pourquoi. Brennan la regarda, les larmes montant à ses yeux. Parce que j'ai eu peur, parce que j'ai laissé ma colère me dire que ton père méritait de souffrir, et parce que j'ai oublié que les enfants n'ont rien à voir avec les guerres des adultes. Elle sortit de sa poche une petite boîte en fer cabossée. C'était à mon fils, Kyle. Il servait avec ton père. Je voulais te la donner, ton père a essayé de le sauver. Il n'a pas réussi, mais il a parlé de toi pendant qu'il mourait. Lily cligna des yeux. Il a parlé de moi? Brennan hocha la tête. Oui. Il disait que ton père racontait toujours tes dessins, tes chansons, qu'il t'aimait plus que tout. Thunder s'était calmé, il s'assit lentement, comme s'il comprenait que quelque chose d'important venait de se produire. Caroline prit la boîte et la regarda. À l'intérieur, un insigne militaire abîmé et une photo d'un jeune soldat souriant. « C'est votre fils ?»« Oui. » Et Daniel l'a protégé jusqu'à la fin. J'ai mis des années à le comprendre. Lily s'approcha, sa petite main tremblante. « Vous pouvez rester un peu, dit-elle doucement. Mais juste un peu. » Brennan s'agenouilla dans l'herbe à hauteur de la fillette. « Tu es plus forte que moi, Lily. Plus forte que tous ceux qui t'ont fait du mal. C'est Thunder qui m'a sauvée, répondit-elle. Mais peut-être que c'est papa qui vous a envoyé ici aujourd'hui. Pour dire que c'est fini ?» Brennan baissa la tête. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. « Peut-être, murmura-t-elle. Peut-être que c'est lui. » Thunder s'approcha, posa son museau contre sa main. Elle sursauta, puis le caressa doucement. « Je n'ai jamais cru au pardon, dit-elle. Jusqu'à maintenant. » Le shérif Hale arriva 21 minutes plus tard. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il, méfiant. Caroline acquiesça. Elle voulait juste parler. Brennan se leva lentement. « Je repars, shérif. J'avais besoin de dire la vérité à l'enfant. C'est tout. » Hale la fixa longuement. « Vous savez que vous restez en probation. Si vous sortez du comté sans autorisation, c'est la prison. »« Je sais, répondit-elle, mais je resterai ici, à White Creek. Je veux travailler à la clinique bénévolement. J'aimerais qu'on me voie faire autre chose que du mal. » Hale hocha la tête. « On verra. » Brennan se tourna vers Lily une dernière fois. « Merci de m'avoir écouté. Et merci d'être vivante. Merci d'être venue, » répondit la fillette. Thunder aboya une fois comme un salut. Puis la voiture s'éloigna dans un nuage de poussière. Cette nuit-là, Lily rêva. Elle se voyait dans une plaine lumineuse. Thunder courait à côté d'elle et plus loin, une silhouette familière marchait lentement vers eux. Un homme en uniforme. « Papa ?» appela-t-elle. L'homme sourit, posa une main sur sa tête. « Tu as bien fait, ma chérie. Il fallait pardonner, même à ceux qui ne le méritent même pas. Tu vas rester ?» demanda-t-elle. « Pas encore, dit-il doucement. Mais je veille. Et Thunder aussi, toujours. » Elle voulut le serrer dans ses bras, mais la lumière devint si forte qu'elle dut fermer les yeux. Quand elle les rouvrit, elle était dans son lit. Thunder dormait à côté d'elle, sa patte posée sur son bras. Elle sourit, les larmes aux yeux. « Je sais, papa. Toi aussi, tu veilles. » L'automne revint sur White Creek. Les montagnes se teintaient d'or et de cuivre, les jours raccourcissaient et le vent ramenait le parfum des pins. Lily grandissait. Elle avait retrouvé son énergie, son rire. À 8 ans, elle lisait déjà les livres de son père, jouait de la guitare et dessinait toujours Thunder à ses côtés. Mais depuis quelques jours, quelque chose avait changé. Thunder semblait fatigué. Il dormait plus souvent, mangeait moins. Parfois, il restait immobile sur le porche pendant des heures, le regard perdu vers la vallée. Caroline tente de rassurer Lily. « Il vieillit, ma chérie. Les chiens aussi ont leur saison. »« Mais il est fort, » protesta la fillette. « C'est un soldat. Les soldats ne partent-ils pas comme ça ?» Caroline sourit tristement. « Les soldats partent toujours un jour, mais ils laissent des traces. » Lily passa la journée à côté de lui, la main sur son flanc, écoutant sa respiration lente. Le soir, elle lui murmura « Promets-moi que tu resteras encore un peu, juste un peu. » Thunder leva les yeux vers elle, puis posa doucement sa tête sur sa jambe. Ce fut sa réponse. La nuit tomba sur le ranch. Le vent soufflait fort, secouant les volets. Vers minuit, un bruit la réveilla, un gémissement. Lointain, elle se redressa. « Thunder ?» Pas de réponse. Elle enfila sa veste, prit sa lampe et descendit pieds nus sur le plancher froid.
La porte d'entrée était entrebâillée, le vent s'engouffrait, soulevant la poussière. Dehors, la lune pleine éclairait la cour, des empreintes de pattes menaient vers la colline. « Thunder !» cria-t-elle. Elle courut dans la nuit, la lampe tremblante dans sa main. Au sommet, elle le vit. Thunder, immobile, assis face à la vallée, la tête levée vers le ciel. La lumière lunaire baignait son pelage argenté. Il tourna la tête vers elle. Ses yeux, sombres et doux, semblaient lui dire adieu. Elle sentit les larmes lui monter. « Reviens, Thunder, reviens à la maison, s'il te plaît. » Mais le chien ne bougea pas. Il leva lentement le museau, poussa un dernier hurlement vers le ciel. Un son long, vibrant, qui résonna dans la vallée comme un écho éternel. Puis il s'allongea dans l'herbe et ferma les yeux. Lily tomba à genoux à côté de lui, sanglotant. « Non, non, pas maintenant !» Elle posa sa main sur son flanc. Rien, le silence. Le lendemain, Michael et Caroline la retrouvèrent là, au lever du soleil, tenant Thunder dans ses bras. Elle ne pleurait plus. Elle fixait l'horizon, les yeux rouges, mais calmes. « Il est parti », dit-elle simplement. Michael s'accroupit, posa une main sur son épaule. « Oui, ma chérie, mais il est parti en paix. » Caroline caressa doucement la tête du chien. « Il t'a protégé jusqu'au bout. » Ils l'enterrèrent sur la colline, face à la vallée qu'il aimait. Lily plaça sa plaque militaire sur le petit tas de terre. « Pour Thunder, grava-t-elle à la main sur une pierre plate, le meilleur ami de papa, et le mien. » Elle resta là un long moment, les doigts posés sur la terre fraîche. Le vent soufflait doucement, et pendant un instant, elle crut entendre un aboiement lointain. Une semaine plus tard, Michael reçut un appel inattendu. « Chérie Fail à l'appareil, j'ai trouvé quelque chose pour Lily. » Ils se retrouvèrent à son bureau le lendemain. Hale sortit une vieille enveloppe jaunie. C'était dans les archives militaires de Daniel Cooper. On vient de la déclassifier. Lily prit l'enveloppe hésitante. À l'intérieur, une lettre et une photo. Sur la photo, son père, jeune, souriant, à genoux aux côtés d'un berger allemand. Thunder. Elle lut la lettre à voix haute d'une voix tremblante. « Si tu lis ceci, c'est que Thunder n'est plus avec moi. C'est un chien exceptionnel. Il comprend plus que beaucoup d'hommes que j'ai connus. Si quelque chose m'arrive, je veux qu'il retrouve ma fille. Il saura comment. Il suivra son odeur, ses traces, sa lumière. Ce chien n'oublie jamais ceux qu'il aime. Il veille jusqu'à la fin. Je t'aime, ma petite Lily. Et si un jour tu entends un aboiement dans la nuit, sache que ce sera lui. Parce qu'aucun amour ne meurt vraiment. Papa. » Les larmes coulèrent sans bruit sur les joues de la fillette. « Il savait, murmura-t-elle, il savait que Thunder reviendrait. » Michael hocha la tête. « Ton père lui a appris une mission, te protéger. Et il l'a accomplie, jusqu'au bout. » Lily serra la lettre contre elle. « Alors il peut se reposer maintenant. » Ce soir-là, elle retourna seule sur la colline. La lune était pleine, comme la nuit où Thunder était parti. Elle s'assit devant la petite tombe. « Salut, Thunder !» Le vent souffla doucement dans les herbes. « J'ai reçu la lettre de papa. Il disait que tu viendrais. Et tu l'as fait. Merci d'avoir tenu ta promesse. » Elle sortit un sifflet de son manteau, celui que son père utilisait pour appeler « Thunder » dans ses vidéos d'entraînement. Elle souffla doucement. Le son se perdit dans la vallée, puis au loin, une silhouette apparut entre les arbres. Un grand chien noir, brillant sous la lune. Elle cligna des yeux, le cœur battant. « Thunder » murmura-t-elle, la silhouette la regarda un instant, avant de s'évanouir dans la lumière. Lily sourit, les larmes aux yeux. « Au revoir, soldat, mission terminée. » Les années suivantes, on parla souvent du chien fantôme de White Creek. Les voyageurs juraient avoir vu, certaines nuits, un grand berger allemand courir le long de la route, suivant les voitures d'enfants ou escortant les marcheurs solitaires dans la neige. Certains disaient qu'il portait encore un vieux collier militaire, d'autres disaient qu'il n'était qu'une légende. Mais pour Lily, il n'y avait pas de doute, il était là. Et chaque fois que le vent soufflait dans la vallée, elle entendait encore ce hurlement lointain. Le cri d'un ami fidèle qui refusait de partir. 17 ans ont passé depuis cette nuit-là. White Creek a changé, les routes sont pavées, les champs mieux irrigués, et la vieille enseigne du café Miller brille encore sous le soleil couchant. Mais certaines choses, elles, n'ont jamais changé. Le vent qui descend des montagnes, le parfum des pins après la pluie, et la petite colline derrière la maison, là où repose Thunder. Je m'appelle Lily Shaw, j'ai 25 ans, et aujourd'hui, c'est le jour où je raconte notre histoire au monde. La caméra tourne, le micro est allumé. Dans le studio, le silence est presque sacré. Je regarde l'objectif et je dis « Tout a commencé par un aboiement dans un cimetière. »
Autour de moi, des photos tapissent les murs, mon père en uniforme, ma mère avec son sourire doux, et Thunder assis à mes côtés, le regard noble, fidèle comme au premier jour. Ma voix ne tremble plus. Elle porte la paix que j'ai mis des années à trouver. On m'a souvent demandé si je croyais au miracle, dis-je en fixant la caméra. Et à chaque fois, je réponds la même chose, je ne crois pas au miracle. Je crois en la loyauté, en l'amour, en ce lien invisible qui unit les âmes quand tout semble perdu. L'écran derrière moi affiche une photo. Un enfant blond, une petite fille que j'étais, et un grand chien noir et feu. Je souris. Thunder n'était pas qu'un chien. Il était le dernier message de mon père. Un message qui disait « Même dans la mort, l'amour trouve un chemin ». Je marque une pause. Le souvenir me serre encore la gorge, mais d'une façon douce. Les gens disent souvent que les chiens ne parlent pas. C'est faux. Ils parlent, mais pas avec des mots. Ils parlent avec leurs yeux, leurs actes, leur silence. Thunder a crié plus fort que n'importe quel être humain ce jour-là, au cimetière. Il a hurlé la vérité quand tout le monde croyait que j'étais morte. Il m'a ramené à la vie, littéralement. Je baisse un instant le regard. Parfois, je me demande pourquoi moi. Pourquoi j'ai survécu? Pourquoi un animal s'est battu contre le monde entier pour me sauver? Et puis je repense à mon père, à ce qu'il écrivait dans ses lettres. Les vrais soldats ne portent pas toujours un uniforme. Certains portent un collier et 4 pattes. Un léger rire traverse ma gorge. Je crois qu'il avait raison. La vidéo se termine. L'équipe technique m'applaudit doucement, puis le silence revient. Je sors du studio et monte dans ma voiture. La route serpente entre les collines d'automne. Le vent fait danser les feuilles comme à l'époque où j'étais enfant. Je m'arrête au sommet, là où tout a commencé. La petite tombe est toujours là, sous un vieux chêne. La pierre gravée porte quelques mots simples. Thunder, héros, compagnon, veilleur de lumière. Je m'accroupis, caresse la mousse qui recouvre les lettres. Salut vieux soldat, je t'avais promis de continuer ton travail, tu serais fier de voir ce qu'on a construit. Autour de moi, des enfants jouent. Ils courent avec leurs chiens, de jeunes bergers allemands, descendants de Thunder. Après sa mort, Michael a lancé la Thunder Foundation, une organisation qui dresse des chiens de thérapie pour les hôpitaux et les vétérans. Chaque année, plus de 100 familles reçoivent un compagnon formé, un ange gardien sur pattes. Je regarde un petit garçon avec un bandana bleu appeler son chien « Titan, viens !» et un frisson me parcourt. Le même nom, le même regard. Le cycle continue. Je sors une enveloppe de mon sac. À l'intérieur, la lettre de mon père, celle qu'il avait écrite avant de mourir. Je la relis encore une fois, même si je la connais par cœur. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Mais souviens-toi, ma fille, la vie c'est comme la guerre. Il y aura des batailles que tu perdras, des nuits où tu croiras ne plus pouvoir te relever. Mais tant que ton cœur bat, tu n'as pas perdu. Tant que tu aimes, tu vis. Je replie la lettre et la glisse dans la terre, à côté de la pierre. Je vais continuer, papa. Je vais vivre pour toi, pour lui, pour tous ceux qu'on a perdus. Le vent souffle. Je ferme les yeux. Et dans ce souffle, je crois entendre une respiration familière, un battement de queue, un aboiement lointain. Je souris. Je sais que tu es là, Thunder, toujours. Quelques mois plus tard, le film sort sur les plateformes. Des millions de personnes découvrent l'histoire du chien qui a refusé de laisser mourir une enfant. Les journaux titrent « Thunder, le soldat à 4 pattes ». Des lettres affluent du monde entier, des vétérans, des mères, des enfants, des gens qui avaient perdu foi en la bonté. Je réponds à chacun d'eux du mieux que je peux, mais il y en a une seule qui me bouleverse. Une écriture hésitante, une signature tremblante, Nathan Cooper. La lettre dit simplement « Je ne mérite pas ton pardon, Lily, mais j'ai vu ton film. Et pour la première fois depuis 17 ans, j'ai pleuré. Tu as fait de notre enfer une lumière, et grâce à toi, je crois qu'on peut encore devenir meilleur, même après avoir tout détruit. Je pleure longtemps après avoir lu ces mots, parce que le pardon, c'est ça. Pas un oubli, mais une renaissance. Aujourd'hui, je travaille comme écrivaine et éducatrice canine. Mon bureau donne sur la vallée. Au mur, la photo de Thunder trône au-dessus de mon bureau, entre celle de mon père et celle de Madame Sullivan. Sous la photo, une phrase gravée sur une plaque en bois, « L'amour ne meurt pas, il change de forme ». C'est la phrase que Madame Sullivan m'avait laissée dans sa lettre. Et c'est devenu le credo de ma vie. Chaque fois qu'un enfant adopte un chien de la fondation, je leur dis la même chose, prenez soin d'eux comme ils prendront soin de vous. Parce qu'un jour, quand vous aurez besoin d'aide, ce ne sera peut-être pas un miracle qui viendra vous sauver, mais un cœur loyal qui bat à côté du vôtre. Je sors sur le porche. Le soleil se couche derrière les montagnes.
Un jeune berger allemand court dans le jardin, oreilles dressées, pelage noir et feu. Je siffle. Il se retourne, aboie joyeusement et accourt vers moi. Je m'accroupis, le caresse. Toi, tu t'appelleras Freedom. Le chien me lèche la main. Le ciel se teinte d'orange et quelque part dans ce dernier rayon de lumière, j'ai la certitude que deux âmes veillent encore sur nous. Un père et son chien, liés pour toujours. Je ferme les yeux, le vent passe dans les pins. Et j'entends une dernière fois cette voix familière, douce, rassurante, venue de loin. Je t'ai eu, ma fille, toujours.